Donc, facturation électronique, votre entreprise est-elle prête? Donc, comme je vous l'ai dit, en deux temps. Un temps avec une petite présentation pour remettre le contexte de la facturation électronique. Et ensuite, un moment d'échange et retour d'expérience avec nos invités du jour. Donc, seront présents Monsieur Laurent Bonnet, dirigeant de TPC Group, donc concessionnaire Xerox et aussi entreprise spécialisée dans la dématérialisation des flux. Bonjour à tous. Monsieur Pierre Fayolle, directeur des partenaires stratégiques chez Collecto, un PDP, mais on va voir très vite ce qu'est un PDP. Bonjour à tous. Et enfin, Catherine Pouzenc, expert comptable chez Partenaires Compta Audit, qui sera notre caution comptable et qui nous parlera de beaucoup de choses autour de tout ça. Alors, vous allez dire, c'est pas très galant d'avoir mis Catherine en dernier, mais j'ai fait par ordre alphabétique. Désolé. Bon, merci et bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, la réforme de la formation, qui est concernée? Pierre, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour Liliane, merci de votre invitation. D'abord, la réforme de la facturation qui est concernée, j'aurais tendance à dire tout le monde, puisque sont concernés tous les entreprises assujetties à la TVA. Donc, on se retrouve sur la France avec 4 millions d'entreprises qui sont concernées par la réforme. Ça va de la toute petite entreprise au-dessus des seuils fiscaux, hein, au-dessus des seuils d'auto-entrepreneurs, jusqu'aux très grosses entreprises soumises à la TVA, y compris les associations. Donc c'est une réforme impactante puisque finalement on a tous les marchés des professionnels, des artisans, des commerçants, des entreprises, des agriculteurs et des associations soumises à la TVA, donc quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. Donc c'est une réforme extrêmement impactante. Donc, c'est quoi finalement cette réforme? C'est la mise en place par l'État d'un système d'échange de factures dématérialisées suivant un format électronique qu'on va voir plus tard, entre les entreprises elles-mêmes, donc c'est-à-dire dans les relations clients-fournisseurs, et entre les entreprises et l'État. Avantage pour l'État, c'est de gagner un point de PIB, notamment sur la fraude à la TVA. Et autre avantage aussi, c'est d'accélérer finalement les échanges et la productivité pour les entreprises. Donc, il y a une date clé qu'il faut retenir, c'est septembre 2026. En septembre 2026, toutes les entreprises concernées par la réforme devront être capables de recevoir des factures dématérialisées au nouveau format. Et à partir de septembre 2027, toutes les entreprises devront être capables de recevoir et d'émettre. Donc, la vraie date, en fait, c'est septembre 2026, puisque j'imagine pas une entreprise avoir un logiciel pour recevoir et un logiciel pour émettre. Donc, ça veut dire il faut se préparer à cette réforme. À aujourd'hui, on estime que 40%, quoi, ça c'est une enquête qu'on a fait chez Collecto avec Ipsos Sopra, 40% des entreprises estiment ne pas être très bien préparées à cette réforme. Donc, pour se préparer, ben, 2025, ça va être l'année du choix, puisqu'il va falloir choisir une plateforme de dématérialisation partenaire, un PDP, qui devra être agréé par l'État et s'inscrire sur l'annuaire de l'État. Donc, un calendrier finalement qui est quand même assez court. Avec aussi un point qui est important, ce n'est pas une réforme franco-française, hein, c'est une réforme internationale puisque l'Italie est déjà passée. Certains pays baltes, y sont passés, et d'autres pays comme le Brésil, l'Argentine, y sont passés aussi. Donc c'est un phénomène finalement européen déjà et mondial aussi qui permet d'accélérer des échanges entre les professionnels. Si on peut avancer, Lilian. Alors, il y a aussi une actualité qui a été un petit peu chaude, c'est que l'État, au départ, il y a quelques années, avait annoncé finalement une solution gratuite pour l'ensemble des professionnels
Cette solution gratuite, ça s'appelle le portail public de facturation. Pour ceux d'entre vous qui travaillent avec le public, c'était finalement l'extension de Chorus, qui serait devenu un portail qui était ouvert finalement à tous les professionnels. Et dans un récent communiqué qui doit dater de mi-octobre, l'État a annoncé son désengagement de ce portail public de facturation. Donc, c'était une solution qui était annoncée gratuite pour tous les professionnels. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution gratuite à ce jour. Ça veut dire aussi que le message de l'État, c'est finalement, pour pouvoir payer vos factures, vous allez devoir payer. Donc, c'est quand même pas un message très positif. Des engagements de l'État qui est lié aussi au coût de maintenance de ces plateformes, puisque une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est une grosse usine informatique de transfert de fichiers qui a des coûts de structure très importants. Donc, face à la réaction de l'État, l'Ordre des experts comptables a annoncé une offre gratuite, mais une offre gratuite jusqu'à fin août 2026 et uniquement pour la transformation des formats de factures. Peut-être que Catherine, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet? Écoutez, j'en parlerai tout à l'heure peut-être dans le Ok, cours de mon développement. Je vous laisse, voilà, Oui, je vous laisse on, ok. continuer. on va rester là-dessus, vu que ça fait partie d'une question dans laquelle on rentrera un petit peu plus dans le fond du sujet. Voilà. Donc, l'objectif de la réforme, je vous le disais, c'est déjà simplifier la vie des entreprises et renforcer leur compétitivité, puisqu'à partir du moment où on numérise finalement la facture, on a l'information en temps réel, on est capable d'automatiser beaucoup de tâches, d'optimiser le temps qui sont liés à la gestion administrative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on estime à peu près à 27% du temps des entreprises consacré à la gestion administrative. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, finalement, ne font pas leur cœur de métier. Pendant 30% de leur temps, ils ne font que de la gestion administrative. Et donc ça, c'est un vrai levier de productivité. L'autre point, bah, évidemment, c'est de réduire les coûts administratifs associés. On estime qu'une facture, le coût de traitement d'une facture dans une entreprise, c'est environ 12 euros. C'est énorme quand on réfléchit bien, 12 euros simplement pour valider, traiter, envoyer cette facture. Évidemment, c'est une source évidemment d'optimisation, d'amélioration des risques d'erreur, une meilleure circulation des données et une connaissance aussi pour l'État de l'économie en temps réel. Donc, ça va leur permettre aussi de ne pas s'appuyer sur les données de l'INSEE à N-1, mais d'avoir les données en temps réel. Et donc, il faut l'espérer, surtout dans la situation actuelle, que ça leur permettra d'avoir des prévisions économiques de meilleure qualité en temps réel. Voilà. Évidemment, le point aussi qui est très important, c'est que c'est un levier pour les entreprises dans l'amélioration de leur BFR et la gestion de leur trésorerie en améliorant les délais de paiement et d'un côté, quoi, les paiements fournisseurs et puis de l'autre côté, la relance client. Tout ça avec des outils finalement qui sont assez modernes, qui intègrent aussi de l'intelligence artificielle et qui permettent de faire aussi du traitement automatique des données. Voilà. Donc, Rodbay, quand même un chiffre, c'est un point de PIB pour la France. Un point de PIB, c'est 20 milliards d'euros. C'est plus que la réforme des retraites. Donc, un enjeu financier qui est important. Certains se disent encore cette réforme ne sera jamais appliquée. La réponse est non, puisque là, maintenant, tout le monde est lancé. Les PDP devaient avoir un agrément cet été. Les PDP ont reçu leur agrément. Aujourd'hui, il y a 72 PDP qui sont immatriculés et qui sont labellisés par l'État. Donc, ce sont des fournisseurs officiels reconnus par l'État. Alors, quand on parle de facture électronique, il y a beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de fausses informations qui circulent. Et donc, on vous a mis en visuel qu'est-ce que ça sera une facture demain pour vous montrer qu'une facture demain, c'est finalement ce qu'on voit à droite. Alors déjà, c'est un format reconnu par l'État. Il y a deux formats qui sont FactureX ou UBL, qui sont finalement une série de chiffres et de lettres
donc un- finalement un format de fichier officiel. Donc, dans les fausses informations ou la méconnaissance du sujet, beaucoup de gens croient que parce qu'ils reçoivent des PDF ou des Word par mail, ils sont conformes à la facturation électronique. Pas du tout. Hein, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que je reçois des factures au format PDF que je suis conforme. Il faudra que cette facture au format PDF soit transcrite dans ce format que vous voyez sur la droite, hein, qui est globalement assez illisible, mais qui est, on va dire, lisible par les ordinateurs et qui sera transférable par les PDP, donc entre PDP et entre PDP et l'État. Autre point aussi important concernant la technique, euh, il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent sur le marché. Non, il n'y aura pas besoin de changer vos ordinateurs. Non, il n'y aura pas besoin d'avoir un ordinateur spécifique pour traiter vos factures. Donc, vous risquez aussi peut-être d'être démarché je dirais, par des opportunistes. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation extrêmement complexe. Il n'y a pas besoin d'avoir des nouveaux ordinateurs pour traiter le nouveau format de facture. Tout ça sera quand même assez fluide. Et si on vous vend aussi de la formation, ça veut dire que la solution n'est pas vraiment adaptée parce que normalement, les bonnes solutions n'intègrent pas des formations complexes. Voilà. Effectivement, la partie arnaque, on en parlera sans doute à la Ouais, fin parce ouais. qu'il va falloir que vous soyez très vigilants. Mm. Malheureusement, il y aura beaucoup d'opportunisme de la part de certains, donc il faudra être très très vigilant. Et pour finir, le circuit, comment ça va fonctionner concrètement? Alors, vous voyez le circuit. Alors, en fait, vous avez différents types d'acteurs. Donc, vous voyez sur la partie gauche, c'est ce qu'on appelle le schéma en Y. Hein. Donc, sur Internet, vous verrez, vous tapez schéma en Y, facture électronique. Vous verrez ce circuit schématisé où vous voyez finalement les PDP du fournisseur, la PDP de l'acheteur qui discutent entre elles. Donc, le fournisseur envoie ses factures via une PDP et la transmet à la PDP de l'acheteur. Tout ça va être envoyé au fameux portail public de facturation qui n'aura plus de rôle finalement de PDP, mais qui n'aura simplement qu'un rôle d'annuaire, c'est-à-dire qu'il va recenser l'ensemble des professionnels qui sont inscrits sur des PDP. Donc, comme je vous le disais, les PDP, finalement, c'est des grosses usines informatiques qui sont capables de traiter des fichiers informatiques énormes, hein, puisque c'est des échanges énormes. On est sur des milliards de factures échangées en France chaque année. Pour accéder à ces PDP, il y a différentes solutions. Soit l'entreprise est déjà équipée d'un ERP, c'est-à-dire d'un environnement informatique complet qui permettra de se brancher directement par la PDP, soit l'entreprise n'est pas très très bien équipée et passera par ce qu'on appelle un opérateur de dématérialisation. L'opérateur de dématérialisation, finalement, c'est un front qui vous permet justement de regrouper vos factures, de les envoyer, d'éditer des devis, etc. L'opérateur de dématérialisation, lui, n'est pas soumis à la réglementation, n'est pas forcément agréé. Donc, vous pourrez aussi avoir des opérateurs de dématérialisation qui vous démarchent, vérifier que ces opérateurs de dématérialisation sont bien branchés sur une PDP agréée ou travaillent avec une PDP agréée. Donc, vous voyez, ça ressemble. Alors, nous, dans la banque, on a un peu l'habitude de ce genre de schéma, puisqu'on fait la même chose sur la compensation de chèques, compensation de cartes bancaires. Donc, c'est un schéma qui ressemble déjà à ce que l'on connaît, sauf au lieu d'échanger finalement des opérations en carte bancaire, on échange des opérations sur des factures. C'est juste le contenu qui changent et puis évidemment les normes qui changent. Voilà. Donc les PDP, il faut retenir que ce sont des acteurs privés, hein, donc des entreprises privées. Comme Collecto, nous sommes PDP, donc nous sommes filiales du groupe Crédit Agricole. Voilà. Donc, parfait. Donc là, c'était pour remettre le contexte. Et là, maintenant, on va vraiment rentrer dans les échanges. Donc, effectivement, là, vous voyez très clairement nos invités. Et on va, aujourd'hui, on va démarrer, continuer avec vous, Pierre, hein, parce que Oui. donc, effectivement, vous avez un peu démarré la question, enfin la réponse à cette question, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de dire qu'est-ce que c'est concrètement un PDP
quelles sont ses missions et aussi faire la différence entre OD et PDP. Mm. Alors voilà, c'est vraiment important de bien comprendre cette différence. Donc le PDP, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une facture, style facture format PDF. Il a un algorithme. Avec cet algorithme informatique, il va traduire cette facture dans le format officiel qui est défini par l'État. Et il va véhiculer cette facture à la fois vers le client pour le règlement. Et donc, il va gérer tous les échanges entre le client et le fournisseur, et puis donc entre le professionnel aussi et l'État pour la déclaration de TVA. Donc le PDP, je vous dis, c'est une usine. L'OD, c'est le magasin devant l'usine finalement. C'est l'opérateur de dématérialisation, lui, il va fournir des services. Alors, dans les services que vous pouvez avoir, vous avez des services d'OCR, de reconnaissance automatique de factures, parce qu'évidemment, il restera quand même des factures, des factures papier, des factures non dématérialisées. L'OD va permettre aussi de récupérer automatiquement les factures sur des boîtes aux lettres mail, par exemple. Il va permettre aussi, il va fournir des services comme on fournit par exemple chez Collecto, d'édition de devis, d'édition de factures, de CRM, de gestion de catalogue fournisseur. Et donc, ça va être tout le front que vous pourrez avoir dans vos entreprises, hein, pour finalement les collaborateurs et la gestion administrative. Voilà. Donc, c'est deux solutions qui sont très complémentaires. L'OD ne peut pas fonctionner sans PDP. Hein, c'est pas possible. Sinon, bah, c'est une arnaque. Un OD sans PDP, c'est pas possible. Il doit nécessairement être branché sur une PDP. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu, Lilian? C'est parfait. Alors, la question qui va aller un peu avec, hein, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises vont être en mesure de recevoir des factures Ouais. électroniques. Hein, vous l'avez stipulé tout à l'heure. Est-ce que ça signifie qu'elles devront déjà faire appel à un PDP? Oui. La réponse est oui, puisque pour recevoir, ça veut dire payer mes fournisseurs. Donc, je suis entreprise, donc on est sur l'ensemble des entreprises. Hein. Donc, les premières factures qui seront émises par des très gros opérateurs. Alors, les très gros opérateurs, c'est simplement tous vos fournisseurs. Hein. C'est l'énergie, c'est Total, c'est EDF, c'est le Crédit Agricole, quoi. C'est les banques. On est nous-mêmes soumis à cette réglementation. Donc, nous, on est en position d'émettre, en tant que, par exemple, banque, nos factures au nouveau format. Donc, à partir du moment où si vous n'êtes pas inscrit au 1er septembre 2026, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, donc c'est ballot. Ça veut dire que ça devient très vite embêtant. Et il y a quand même un risque de mettre la clé sous la porte, hein, parce qu'à partir du moment où on paye plus ses fournisseurs, on rentre très vite dans des graves difficultés. Donc cette date est extrêmement structurante. D'accord. On est d'accord qu'effectivement, pour beaucoup de des entreprises qui sont présentes, le PDP, le choix du PDP va être aussi lié à l'informatisation qu'ils vont avoir. Oui, exactement. Alors, nous, on parle de ce qu'on appelle de maturité digitale, c'est-à-dire que on a constaté que c'est l'occasion pour beaucoup de chefs d'entreprise de remettre à plat leurs process. Les entreprises sont plus ou moins équipées de logiciels. Souvent, quand on est créateur d'entreprise, le premier logiciel dont on s'équipe, c'est un éditeur de devis et de factures, parce que c'est normal, on a besoin tout de suite de facturer ses clients. Et puis après, on achète un logiciel, par exemple, pour la gestion de son catalogue produit, ou évidemment son CRM, hein, son fichier client, c'est évident. Donc on fait ça par priorité. Souvent, au bout de quelques années, on prend une entreprise qui a 10-15 ans d'ancienneté, on se retrouve avec un empilement de solutions qui sont parfois pas forcément cohérentes. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des services comptables ou des assistants qui font la gestion administrative dans l'entreprise, ou même le chef d'entreprise, qui passe énormément de temps parce qu'on se déconnecte d'un logiciel, on se reconnecte. Je pense que je ne vous apprends rien parce que c'est votre quotidien.
Vous y passez certainement vos soirées, vos week-ends, etc. Avec des solutions qui parfois peuvent être faites de, on va dire, de briques et de broc. Et puis, bah, parfois, vous avez aussi quand même des bons équipements, hein. Il existe sur le marché quand même des solutions professionnelles qui sont déjà assez performantes et assez cohérentes et qui permettent globalement de gérer à la fois le poste client, le poste fournisseur et puis la partie bancaire, c'est-à-dire toute la partie pré-comptabilité, comptabilité, justificatif des transactions. Donc derrière, c'est aussi l'occasion, cette réforme, je dirais, de mettre à plat finalement votre environnement, d'y réfléchir et de se dire, ben, est-ce que derrière, j'ai pas des gains de productivité à faire? Je vous disais un tiers du temps, c'est quand même considérable. Et justement, c'est pour ça que nous, on a bâti une solution qui est déjà axée évidemment sur la mise en conformité de la réforme, mais pas que. C'est aussi surtout sur l'objectif de vous faire gagner du temps. Parce que si on est là, c'est aussi pour être utile à nos clients et vous apporter de la valeur ajoutée. Voilà. De toute façon, la partie dématérialisation des flux, on en parlera tout à l'heure avec Laurent Bonnet. Et enfin, une dernière question, qui est peut-être celle qui va intéresser le plus tout le monde. Quels conseils vous pouvez nous donner pour bien choisir son PDP? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même Ouais. importantes à regarder? Ouais. Alors c'est un marché, on disait, où finalement il va y avoir beaucoup d'opportunistes, beaucoup d'acteurs, parce que c'est un marché énorme. Moi j'ai tendance à le comparer au marché de l'Internet ou de la téléphonie mobile au tout début, c'est-à-dire énormément d'acteurs avec des gens plus ou moins sérieux, plus ou moins solides. Donc, à mon sens, il y a plusieurs critères à prendre en compte. C'est déjà la pérennité des acteurs, c'est-à-dire est-ce que ce sont des entreprises qui existent depuis peu de temps ou c'est des acteurs historiques? Quelle est leur pérennité dans le temps? Ça, c'est important. L'autre point, c'est quelle est finalement leur composition capitalistique, parce qu'à partir du moment où vous avez des acteurs internationaux qui sont détenus, par exemple, par des fonds de pension américains, ça veut dire que vos données risquent d'aller se promener aux États-Unis, à l'étranger, etc. Donc, en termes de sécurité, ça n'est pas vraiment extraordinaire. Donc, c'est important d'aller voir qui il y a derrière ces acteurs. Et puis quand on sait que, par exemple, ce sont des acteurs internationaux, euh, on a la problématique RGPD, mais on a aussi la problématique d'évolution logicielle, et puis de se dire, finalement, la France, c'est pas forcément leur marché principal. Donc, ils vont pas forcément faire des développements en priorité pour des entreprises françaises. Ils vont privilégier peut-être d'autres marchés, un marché américain, un marché sud-américain, etc. Donc, on ne sera pas forcément dans la priorité. Ensuite, le point vraiment qui est aussi très, très important, c'est la sécurité informatique, la protection des données. Vous avez des entreprises qui sont PDP, qui sont simplement des éditeurs logiciels. Vous en avez qui sont établissements de paiement. Et des entreprises, par exemple comme Collecto, nous, on est filiale d'un groupe bancaire. Donc, on dépend finalement d'un établissement financier, quoi, d'une grande banque française. Donc, ce qui fait que vous avez différents niveaux de sécurité et on n'obéit pas aux mêmes normes et aux mêmes contraintes réglementaires. C'est-à-dire que, par exemple, Collecto, on obéit aux contraintes réglementaires les plus fortes qui sont celles finalement d'une grande banque française. Donc, c'est aussi un point à vérifier. Le fait aussi, par exemple, que les acteurs internationaux ne seront pas forcément NF203. NF203, c'est une norme qui vous permet d'opposer ça au fisc en cas de contrôle fiscal. Donc, ça permet de dire au fisc, attendez, moi, j'ai des outils qui sont conformes NF203. Donc, mes outils respectent complètement la réglementation. Donc, et puis, dernier point, qui est non des moindres, c'est vérifier le support. Parce que si vous êtes sur une boîte qui a des capitaux étrangers, il y a de fortes chances que votre support finalement logiciel, ça soit une plateforme téléphonique basée en Irlande ou à Londres, avec des gens qui ne parlent pas forcément français. Et donc ça c'est important. Donc vérifier aussi la proximité du support avec des gens qui soient là rapidement à votre écoute en cas de besoin. Merci Pierre. On reviendra après sur les questions tout à l'heure qui ont commencé déjà à fuser dans le chat, mais vous inquiétez pas. Catherine Pouzenc, à nous. Là, on va rentrer un petit peu plus dans la compta. On va Parce voir. On va qu'effectivement, voir.
Parce qu'effectivement, il y a quand même une notion un peu particulière qui n'est pas très simple à comprendre. C'est la différence entre la e-facturation et le e-reporting. Et dans quel cas doit-on les appliquer? Est-ce que vous pouvez nous démystifier ça? Alors, donc je vais déjà rappeler quelques propos de Pierre Fayolle, c'est-à-dire que cette réforme concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA, donc y compris d'ailleurs celles qui ne sont pas redevables comme les micro-entrepreneurs. Alors, dans ces entreprises qui sont assujetties à la TVA, vous en avez certaines qui font des prestations et des livraisons en B2B, en fait, c'est-à-dire entreprises vers les entreprises, et certaines qui font des prestations ou des livraisons de l'entreprise vers des consommateurs ou des non-assujettis. On va être dans du B2C. Voilà. Et donc, il est important de bien comprendre ces deux notions parce que c'est ce qui va générer la e-facturation et la différence entre la e-facturation et le e-reporting. Donc, on va retrouver cette notion de e-facturation dans les opérations entre professionnels assujettis à la TVA. Voilà. Donc, par exemple, je suis expert comptable, je facture une de mes sociétés prestataires de services. Je vais être dans le cadre de la e-facturation. Je suis expert comptable, je facture un client pour une prestation d'impôt sur le revenu. Là, je vais être dans du e-reporting parce que je vais facturer une prestation à quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA. Ou je vais facturer une association qui n'est pas assujettie à la TVA, hein, voilà. Donc, je vais être aussi dans le e-reporting. Donc, c'est cette notion fondamentale. Alors, un coiffeur, par exemple, ou un restaurant, ils vont avoir essentiellement du e-reporting. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une même entreprise peut avoir à faire de la e-facturation et du e-reporting. D'où l'importance, en fait, de toute l'organisation comptable et logicielle pour faire face à cette nouvelle obligation. Euh, bon, Et on est d'accord qu'ils continueront à facturer normalement leurs clients, mais devront faire une démarche complémentaire sur leur plateforme. Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si je facture une société, et on va voir qu'au niveau des nouvelles règles de facturation, hein, parce qu'il y a quelques nouvelles règles de facturation qui sont introduites là, à partir avec cette réforme. Donc, sur les factures, il va falloir bien mettre le numéro sirène du client. Enfin, là, de toute façon, c'est à partir du 1er juillet de cette année, 2024. Il faut mettre le numéro sirène du client, l'adresse de livraison. En fait, on a un certain nombre de mentions obligatoires à rajouter pour faire face à cette nouvelle obligation. C'est-à-dire que je suis professionnel assujetti à la TVA, je facture à un autre professionnel assujetti à la TVA, je suis dans le cadre de la e-facturation. Je suis professionnel assujetti à la TVA et je facture à un consommateur. Je vais prendre l'exemple du coiffeur, par exemple, pour faire simple. Je vais être assujetti au e-reporting. Le e-reporting, à vrai dire, ça va être la remontée des paiements vers l'administration fiscale. Et la e-facturation, c'est la remontée des factures en format facture X à l'administration fiscale. Je ne sais pas si je suis claire. Vous êtes clair. Et peut-être un petit point sur la facturation à l'international? Et la facturation à l'international, alors il y a deux choses. Alors peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans vos questions, mais la facturation à l'international, donc en fait, on a dit que cette réforme concerne les assujettis à la TVA, mais en France. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si moi, entreprise prestataire, entreprise assujettie en France, je facture à une entreprise à l'international, je vais être dans le cadre du e-reporting. Puisqu'en fait, cette facture n'est pas, cette entreprise n'est pas assujettie à la TVA en France. Donc là, au niveau de l'émission de la facture, je vais être dans le cadre du e-reporting. Voilà. Et il faut savoir qu'en tant que récepteur de facture, quand je reçois une facture de l'international, dans le cadre du commerce international, elle ne va pas entrer dans le cadre des échanges, enfin, elle ne va pas rentrer dans le cadre des échanges de la facture X, de la facture électronique. Donc, j'aurai quand même des mouvements et des flux qui ne vont pas entrer dans cette organisation de facture électronique. Donc, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, on va automatiser une majorité de flux économiques
en réception et en émission de facture, mais qu'il y a des flux autour autour de tout ça qui ne seront pas inclus dans ce périmètre et qu'il faudra quand même traiter ou manuellement ou via des PDF, enfin, de la façon dont nous les traitons aujourd'hui. Je crois que c'est important parce qu'y compris les entreprises qui font que du B2B risquent aussi de faire du e-reporting si elles travaillent à l'international. C'est ça. En fait, la réforme de la facture électronique n'intègre pas tous les flux en fait économiques de l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut bien. Après, il y en aura d'autres flux qui ne sont pas inclus dans cette facturation électronique. Il y a les notes de frais, enfin, il y a des tas de choses comme ça qui viennent se rajouter dans l'intégration des flux qui seront autres que numériques. Merci. Donc, la deuxième question, que déjà je sens que les gens se posent, mais quel sera l'impact de cette réforme sur la comptabilité des entreprises et quelles conséquences sur le métier d'expert comptable? Ah, Ah ah. Alors, disons déjà sur les comptables, parce que je crois qu'il y a des comptables dans la salle et ils sont en train de stresser, de se liquéfier parce qu'ils se disent avec cette réforme, ben, on va être tous virés, on n'a plus de boulot et voilà, et c'est très grave. Alors, je voudrais quand même les rassurer parce que cette réforme de la facture électronique, ben, si on remonte d'un cran, enfin moi je dis que c'est une pièce organisationnelle dans déjà une organisation de l'information de l'entreprise. Pierre a parlé de maturité digitale d'une entreprise et je crois que c'est un mot important. En fait, c'est une notion importante. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, ben, une entreprise, en fonction de son évolution, elle travaille dans un environnement plus ou moins numérique et qu'il faut imaginer que cette facture électronique, avec cette notion de plateforme, de dématérialisation, etc., c'est une pièce qui vient s'insérer dans une organisation déjà en place. Donc ça, c'est le premier point. Donc en soi, ce n'est pas une révolution, c'est simplement un changement dans l'acquisition des flux. Voilà, que ce soit l'acquisition, quand je parle d'acquisition des flux, c'est-à-dire c'est l'intégration des factures d'achat ou l'émission au niveau de la sortie, c'est l'émission des factures de vente. Bon, voilà, on reste sur ces deux flux simples, mais simplement on les intègre dans un processus un peu plus élaboré. Ça veut dire quoi par rapport au travail des comptables? Ça veut dire que peut-être, effectivement, on leur facilite cette acquisition, c'est-à-dire qu'ils vont perdre moins de temps à saisir des factures, mais ils vont perdre moins de temps à saisir des règlements, peut-être, hein, voilà, parce qu'on intègre davantage en fait tous ces flux économiques dans des mouvements comptables. Mais pour autant, ces flux économiques, il va falloir quand même se poser la question de leur intégralité. Est-ce que j'ai bien toutes mes factures d'achat? Est-ce que j'ai bien toutes mes factures toutes les factures de vente? Si on a un logiciel de facturation, on peut imaginer que toutes les factures de vente partent du même logiciel et donc on a l'intégralité des ventes. Mais au niveau des achats, on peut se poser des questions. Est-ce que je n'ai pas des factures à l'international que j'ai reçues, que je n'ai pas intégrées dans la comptabilité? Voilà. Donc le comptable, lui, va être toujours là pour s'assurer que ces flux d'intégrité sont bien respectés. Donc, la facture électronique nous permet d'acquérir des flux. Pour autant, il faut qu'on se pose des questions sur ces flux. C'est pas parce que j'ai un flux qui rentre en comptabilité que je ne dois pas le qualifier ou que je ne dois pas m'interroger sur sa qualification, de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une immobilisation? Est-ce que ce sont des frais généraux? Voilà, je reste sur quelque chose de simple pour que vous compreniez bien. Mais on va devoir toujours s'interroger sur la qualification de ces flux, de quoi il s'agit. Ce que ça va nous apporter, donc à ce stade-là, ça facilite en fait l'intégration des factures d'achat et des factures de vente et des règlements. Donc ça, on l'a bien compris. Et c'est quelque chose que les comptables connaissent bien puisque l'intégration des écritures bancaires, nous y sommes tous plus ou moins passés. L'intégration des écritures de vente pour ceux qui ont des CRM, pour ceux qui ont des logiciels intégrés, c'est quelque chose qu'on fait complètement. Et on a encore beaucoup d'entreprises qui intègrent aujourd'hui les factures d'achat dans leur comptabilité. Donc, ces intégrations de flux, c'est quelque chose que, en fonction des entreprises, nous connaissons déjà. Et on peut imaginer qu'avec la facturation électronique, avec cette réforme et l'intégration des PDP,
ces flux vont encore plus se fluidifier. Voilà, je parle beaucoup de flux et de fluidification. Mais donc pour les comptables aujourd'hui, cette facturation, cette réforme ne va probablement pas les révolutionner parce qu'ils sont déjà dans cette logique. Alors, ce qu'on peut attendre de cette logique-là, c'est d'avoir des informations davantage en temps réel. Donc, de ce point de vue-là, je vais dire que le travail du comptable va évoluer et celui de l'expert comptable également par la même occasion. C'est-à-dire que du fait que nous ayons des flux qui vont arriver, qui vont être enregistrés au fur et à mesure, on va avoir une information finalement qu'on va pouvoir utiliser de façon quasi contemporaine. Là, aujourd'hui, vous le savez, c'est parfois un des reproches qu'on nous fait à nous, experts comptables, c'est qu'on arrive avec des informations un peu tardives par rapport à une situation d'entreprise. Voilà. Et avec la facturation électronique, on va pouvoir imaginer qu'on va avoir des flux en temps réel qu'il faudra certes contrôler. Donc, enfin, voilà, c'est ce que je dis, le travail du comptable, de l'expert comptable va demeurer au sens où ce n'est pas parce qu'on a des flux qui arrivent qu'il ne faut pas les contrôler, qu'ils ont une signification juste. Et je vais dire que le travail des comptables, des experts comptables, va venir interroger le sens d'une comptabilité et on va avoir une évolution finalement d'un enregistrement purement des flux vers plutôt un travail d'analyse de ces flux. Voilà, avec peut-être un conseil plus approprié aux chefs d'entreprise et à ses équipes parce qu'on va avoir un flux beaucoup plus contemporain, enfin une analyse de flux contemporaine. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus par rapport à ça? Je ne sais pas s'il faut que je rajoute. Alors, après, le travail du comptable va évoluer également au sens où, dans cette organisation, lui va pouvoir avoir une vue plus simple et plus rapide des flux d'encaissement, par exemple. Pierre Fayol parlait des délais clients, en fait, qui vont être raccourcis. Ça, c'est un vrai plus de la réforme. Voilà, de se dire, ah ben oui, on va pouvoir mieux agir sur les délais clients et sur les relances clients. Voilà, ça va être une évolution du travail du comptable qui parfois faisait ce travail-là un petit peu quand il avait le temps. Bon, là, ça va être, voilà, on va avoir quand même des tâches qui vont être beaucoup plus suivies, en fait, et qui vont permettre effectivement d'améliorer le BFR. Il faut aussi voir un avantage à ces solutions. Voilà, j'ai noté par exemple, enfin aujourd'hui dans les entreprises, on parle beaucoup de cybermenaces, de cybersécurité, etc. Et surtout de cybermenaces. On a pas mal d'entreprises qui se font avoir en fait, hein, parce que au faux virement, au faux RIB, voilà, avec des fausses factures. En fait, c'est très bien fait. Enfin, quand on dit ces mots-là, on se dit, enfin, on se fait avoir avec pas grand-chose. Mais en fait, les personnes qui se font avoir dans les services comptables ou dans les entreprises se font, ce sont des mouvements très bien faits. Et là, en fait, avec cette réforme, il faut voir que l'administration fiscale est en train de créer un répertoire, en fait, avec des numéros sirènes qui sont identifiés, qui sont connus. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir de fraude on ne va pas pouvoir facturer, en fait, une société qui n'a pas de numéro sirène, voyez, ou qui a un faux numéro sirène. Ça, c'est important, en fait. On inclut de la sécurité, en fait, dans les échanges économiques. Et dans les échanges économiques et financiers, je parle. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un apport aussi de la réforme. On va pouvoir être attentif à des choses auxquelles on n'était pas attentif avant. Dans tout le schéma, en fait, parce qu'il faut imaginer que cette réforme, donc on parle de facture électronique, de e-reporting, tout ça va s'enchaîner avec ces PDP et les services associés dans un enchaînement de facturation, d'encaissement et de paiement. Enfin, vous voyez? Et justement, on va arriver au fait que on arrive à devoir réfléchir le contrôle interne, parce qu'en fait, on parle beaucoup de numérisation en fait de tous ces flux, mais il faut penser que la numérisation n'exclut pas le contrôle interne et ne doit pas prendre la place du contrôle interne. Alors aujourd'hui, on peut se poser des questions et j'encourage en fait tous les comptables et les chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle à réfléchir sur les solutions qu'ils vont mettre en place pour garantir une sécurisation du contrôle interne. Alors vous savez, à l'époque, je prends l'exemple du parapheur et je le fais volontiers, je prends un exemple qui presque aujourd'hui paraît anachronique, hein.
à l'époque, on recevait des factures. Je vais prendre l'exemple d'une réception de facture. Et le dirigeant, avant de signer la facture et de la recevoir, il avait sa facture avec le chèque associé derrière et il voyait très bien ce qu'il signait et ce qu'il payait. On voit bien que dans ce schéma de facture électronique, on ne sait plus trop ce que le dirigeant va voir ou pas voir. Donc, il faut lui redonner une place en termes de contrôle. C'est-à-dire que dans toute cette organisation et cette réflexion d'organisation numérique de l'entreprise, il va falloir faire une place au contrôle interne. Alors, voilà, donc donner la possibilité au chef d'entreprise de bien valider et de bien signer les factures qu'il va devoir payer. Mais il va falloir qu'il y ait un contrôle au préalable et que ce contrôle soit bien, que l'organisation en fait qu'on va mettre en place permette ce contrôle. Voilà, j'ai débordé, je ne sais pas si Non, mais je... c'est bien, Catherine. Moi, je vais juste faire deux éléments de plus pour aller dans votre sens. Parce que la dématérialisation des factures existe depuis quelques années déjà sur la partie collectivité. Et il y a aujourd'hui très clairement les entreprises qui s'y sont mis, on dit ouais, c'est nul, machin bidule, mais au final, c'est les premières à dire que maintenant, ils savent leurs factures, elles savent exactement où est-ce qu'ils en sont, et le traitement et les délais de paiement ont été considérablement raccourcis. Ça, c'est un élément qui est très clair. Et eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont en encours chez certaines collectivités. Et le deuxième point qui malheureusement est une réalité depuis le Covid, il y a eu 400% d'augmentation de la cyberattaque et des cybermenaces et arnaques en France. Et avec des gens qui sont, je vais utiliser le mot d'artistes parce que c'est vraiment des professionnels de l'arnaque. Et malheureusement, tout le monde il peut y tomber à l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, ces flux vont permettre une sécurisation à certains moments qui va être loin d'être anodine pour les chefs d'entreprise et les Tout comptables. à fait, tout à fait. Donc, voilà. Du coup, quels sont les points sur lesquels les entreprises doivent être vigilantes en mettant en place tout ça? Alors, vous avez déjà Ah un ben petit peu voilà, parlé, mais est-ce qu'il y en a-t-il d'autres? je rebondis sur le contrôle interne parce que Ouais. j'étais peut-être partie un petit peu en avance là-dessus. Mais pour moi, mettre en place un bon contrôle interne qui permette à un chef d'entreprise de savoir où va son entreprise, ça me paraît important. Alors, on va trouver effectivement différentes tailles d'entreprises et différentes structurations d'entreprises. On va parler, par exemple, on va pas parler, on va prendre l'exemple de l'artisan, en fait, qui travaille, je dirais, tout seul. On va pouvoir trouver des choses très simples de contrôle, puisque lui, il va probablement, via sa PDP, avoir un tableau de bord simple de factures qui arrivent qu'il va pouvoir valider et envoyer en paiement. Voilà, on peut regarder ce truc simple-là. On peut imaginer que cette phase-là, parce qu'il n'a pas envie de s'enquiquiner, il la sous-traite en partie à son cabinet d'expertise comptable. Voilà, ça peut s'imaginer. Ce sont des prestations possibles et imaginables d'un nouveau schéma à mettre en place dans les relations avec l'expert comptable. Mais voilà, mais tout ça, ça doit bien être posé et enregistré. Dans une entreprise beaucoup plus importante, on va pouvoir se dire que le chef d'entreprise, là aussi, il a besoin de savoir où il va. Mais on peut mettre des niveaux de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, le comptable ou les services comptables en place vont pouvoir valider des opérations inférieures à tel montant. Au-delà de tel montant d'opérations, on va donner des accès de contrôle supérieurs. Il y a des moyens, en fait, et les PDP, je pense en tout cas, moi je pense à celles que nous avons avec l'ordre, en fait, qu'a proposé ECMA via l'ordre des experts comptables, propose ce genre de solution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir conditionner la validation des factures, voilà, à certains niveaux enfin, voilà, à certains niveaux de contrôle, quoi. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, ça, c'est important de le mettre en place. Euh, Après, je dirais que donc il faut que le dirigeant, faut qu'il contrôle, il faut qu'il continue à être en contrôle de son organisation. Ensuite, de mon point de vue, le choix de la PDP va être primordial. Il doit pas révolutionner en fait le système de l'entreprise parce que c'est quelque chose déjà de compliqué à mettre en place. Il faut que
il faut que l'entreprise puisse avancer, voilà. Et il faut que cette PDP soit totalement en correspondance avec l'activité de l'entreprise et qu'elle soit interopérable avec ses systèmes de facturation et ses systèmes comptables. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gros logiciels comptables de la place sont PDP. Donc, l'ordre des experts comptables a mis en place une PDP de façon, enfin voilà, le système de l'ordre des experts comptables, ça fait longtemps en fait qu'ils sont sur le coup et qu'ils ont travaillé sur cette PDP. Mais voilà, il faut voir la PDP comme vraiment une pièce dans l'organisation numérique de la société et que cette pièce, elle doit venir s'intercaler et doit augmenter la productivité de l'ensemble de l'entreprise et pas l'inverse. Voilà. Après, il faut imaginer que la plupart d'entre vous, vous travaillez déjà avec des experts comptables, avec des cabinets d'expertise comptable. Il faut savoir en fait se mettre en relation avec nos structures, puisqu'en fait, nous finalement, nous sommes des tiers de confiance. On n'a rien à vendre. On n'a pas de solution. On est un peu à votre écoute et on est capable quand même de comprendre votre organisation et de vous aider finalement dans un choix de PDP. Donc voilà, je dirais simplement ne pensez pas finalement que cette facturation électronique ne soit qu'une plaque en fait de plus dans vos logiciels de gestion. Elle est aussi en lien avec les logiciels de comptabilité et avec l'organisation comptable. Donc voilà, moi je suggérerais de travailler avec vos cabinets d'expertise comptable respectifs pour la mise en place de ces solutions. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter à cela. Super. Un dernier point, Catherine, effectivement, peut-être que vous nous fassiez un petit zoom sur l'offre, entre guillemets, gratuite, proposée par l'ordre des experts comptables. Alors bon, voilà, il y a des scoops. Moi, j'ai pas les mêmes scoops sur mes mails. Bon, toujours est-il que donc, ce que je pourrais dire, c'est que la proposition de l'ordre des experts comptables, c'est une proposition via la PDP jefacture.com, voilà, qui fait partie des outils proposés par l'ordre des experts comptables. Alors justement, comme les experts comptables, ce sont des tiers de confiance, eh bien, si vous passez avec une PDP comme celle-ci, comme jefacture.com, il y a des chances que vos données ne soient pas vendues sur le marché américain ou voilà. Comme elle est PDP, en tout cas elle est dans la liste des PDP, on a une forme d'assurance parce qu'en fait, le fait que l'État ait agréé 70 PDP, en fait, ça veut dire qu'il y a 70 entreprises qui ont postulé et qui ont rempli un cahier des charges et que ce cahier des charges, mais ça, Monsieur Fayol, Pierre l'a déjà évoqué, mais ce cahier des charges contient en fait des problématiques de sécurité, enfin pas des problématiques, mais contient Les obligations. des obligations, merci, de sécurité dans l'archivage. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Donc on peut quand même faire confiance à l'État lorsqu'il choisit et lorsqu'il agrée ces PDP. Donc ça, c'est quand même un premier point. Donc pour dire, jefacture.com est une PDP et ça fait un petit moment qu'ils y travaillent. Donc en termes d'ancienneté, je pense qu'on peut s'appuyer dessus. C'est une plateforme. Alors au niveau de cette plateforme, ça ressemble à une espèce de tableau de bord. Là, je peux pas nécessairement vous le montrer. Je vais pas, voilà, mais ça ressemble à un tableau de bord où vous avez des flux entrants. Et ces flux entrants, donc ce sont les factures que l'on reçoit de l'extérieur. Ces flux entrants, on va devoir les qualifier, c'est-à-dire qu'on accepte, ils vont passer à travers ce fameux tableau de bord. Et ces flux, ils vont être acceptés, ils vont être, ou si on n'accepte pas la facture du fournisseur, eh bien, on va dire qu'on ne l'accepte pas. Donc, le fournisseur sait tout de suite si sa facture est acceptée ou pas. Ensuite, cette facture, elle va être, si elle est acceptée, elle va être mise en paiement, elle va être payée et enfin, elle va passer en comptabilité. Donc, en fait, c'est une plateforme qui permet de suivre le flux des factures dans le temps. Et après, elle passe en comptabilité puisqu'il y a des liens avec les logiciels comptables. Il faut savoir que jefacture.com est intégré
pratiquement tous les logiciels comptables, est interopérable avec les logiciels comptables, et je pense qu'il est interopérable avec un certain nombre de logiciels de facturation, puisqu'on peut récupérer des factures X. Et ensuite, donc ça c'est pour les factures acceptées. Pour les factures émises, même schéma. C'est-à-dire qu'on sait que la facture elle est envoyée, on sait qu'elle est payée. Donc la plateforme inclut un moyen de paiement. En fait, c'est toujours associé finalement à des banques. Et donc voilà au niveau du schéma général. Le chef d'entreprise a un espèce de tableau de bord en fait pour suivre ses flux entrants et sortants. Ensuite, bon voilà, donc il faut savoir que pour les clients qui n'ont pas de logiciel de facturation, il est quand même possible de faire d'une facturation simple, hein, mais on peut faire de la facturation avec jefacture.com. Et également, si vous êtes dans un sujet où vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de factures et que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à vous doter d'un logiciel de facturation, jefacture.com intègre des PDF qu'il peut transformer ensuite en facture X. Donc voilà, donc il y a un outil en fait qui a été mis à la disposition à la fois des experts comptables, mais pas que, en fait, de tous nos clients pour faire ce passage facture électronique. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près donné les caractéristiques globales de la plateforme. Et pour aider à ce lancement, effectivement, l'ordre ECMA propose une tarification avantageuse, on va dire, puisqu'en fait, la tarification entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2026, donc ça, ce sont les informations que moi j'ai reçues, c'est une gratuité pour les factures au format X. Et après, on a quand même une baisse des tarifs pour les formats PDF. Mais je ne vais pas vous donner de tarifs particuliers parce qu'en fait, nous, ce que l'on voit, puisqu'on a des mails en fait d'informations réguliers, c'est que ces tarifs évoluent régulièrement avec des services supplémentaires qui sont proposés. Il faut imaginer que 2025, on est encore dans un accroissement on va aller effectivement vers le développement de toutes ces PDP avec des services associés. Et donc, les tarifs, il faut imaginer qu'ils vont bouger en conséquence. Puisqu'en fait, tout ça, ce n'est pas gratuit, en fait, hein. Donc, si un organisme vous vend une PDP gratuite, interrogez-vous sur ce que vous allez payer à la place. Parce qu'il n'y a rien de gratuit, en fait. Tout ça, ce sont des développements logiciels qui sont extrêmement importants. Et donc, voilà, il y a des modèles économiques derrière qu'il faut comprendre pour savoir ce qu'on achète. Mais en tout cas, la gratuité, ça n'existe pas. Voilà. Comme on dit, Catherine, en marketing, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. Non, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est sur un marché où 2025, on va arriver sur une certaine maturité, on y verra Oui, plus clair. on y verra plus clair. Je pense et notamment plutôt fin 2025 sur les vrais tarifs et les vraies Oui, prestations qui sont proposées. exactement. Pour l'instant, ça bouge énormément. Donc, il faut se focaliser, il faut essayer de trouver une PDP qui correspond à son organisation, à son organisation du système. Ok, merci Catherine. Oui, Ok. je sais plus, j'avais quelque chose à rajouter, mais Ah, ça m'a échappé, ça m'a échappé. allez, on y va. On est fou. Ok. Euh, Laurent Bonnet, bonjour. Oui, Donc, vous êtes bonjour. dirigeant de TBC Group, concessionnaire Xerox, mais aussi spécialiste de la dématérialisation des flux. Oui. Donc, on a parlé de Collecto comme PDP, on a parlé effectivement de jefacture.com. Vous travaillez avec un autre PDP, vous travaillez avec Euclès, qui Mhm. est une filiale du groupe DocaPost, donc La Poste. Voilà. Mhm. Donc, on va plutôt prendre un autre tournant. On avait un tournant comptable, un tournant de PDP. Là, on va plutôt parler de dématérialisation des flux et finalement comment on met ça un peu en musique au sein de la structure. Donc, selon vous, quels sont les avantages directs que les entreprises peuvent tirer de cette réforme, de cette démarche globale? Parler davantage, c'est important parce que tout le monde le voit comme une contrainte, mais aujourd'hui, il faut se dire que ça peut être aussi une opportunité. L'opportunité de répondre à des enjeux. Alors, il y a quatre gros enjeux auxquels on peut répondre à travers la dématérialisation des factures et puis ce qu'on peut faire aussi derrière en termes de dématérialisation pour d'autres documents dans l'entreprise. D'abord, il y a les enjeux organisationnels parce qu'on parle de mobilité, de travail à distance, etc. Et avoir des choses de format électronique qui soient accessibles, mais de façon sécurisée
pour des gens qui ne seraient pas sur site, par exemple, ça peut aider à répondre à des enjeux organisationnels. Il y a évidemment des enjeux économiques, puisque Pierre et Catherine parlaient du coût du traitement des factures, du temps qu'on y passe et de ce que ça peut représenter en termes de coûts. Et puis il y a le fait qu'une facture dont on sait qu'elle a été lue et ouverte grâce à ce que les outils PDP peuvent proposer, ça permet de dire à un client aussi qu'il est temps de payer. Donc ça permet d'optimiser certaines choses et puis on peut générer des économies en générant pas du papier pour facturer. Il y a aussi, on l'oublie souvent, des notions d'enjeux réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de sécurité, il y a aussi une mise en conformité des documents par rapport, par exemple, au RGPD. Ces solutions-là, qui sont certifiées et qui fonctionnent correctement, elles permettent de s'assurer que les documents, ils sont mis en conformité et qui sont mis à disposition aussi de façon sécurisée. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a aussi des enjeux écologiques. Aujourd'hui, avoir accès à distance, ça peut aider à limiter des déplacements. Si j'ai accès à distance à des factures, par exemple, pour travailler dessus, et puis je limite mes déplacements. Et puis c'est pareil, si je facture plus sous forme papier, je génère pas des impressions, de la mise sous pli, des transports, aller à la poste ou faire transporter des documents. Alors je sais que les centres d'hébergement, ils vont évidemment générer un peu d'électricité, mais on n'est pas à ce que représentent les déplacements de personnes pour poster des courriers ou pour récupérer des documents papier, les imprimer, etc. Voilà, donc là, dans la notion de ce qui va se passer avec la réforme sur la dématérialisation des factures, on est plutôt sur une opportunité pour répondre à ces quatre types d'enjeux pour l'entreprise. Voilà. Super. Alors, du coup, pourquoi est-il important pour les entreprises de travailler sur la dématérialisation de leur flux de données? Parce que là, effectivement, on est plutôt, si on regarde par le trou, petit trou de la lorgnette, on va se retrouver à dire, bon, ok, je gère que ma partie facturation et le reste, je ne le regarde pas. Mais, et puis, peut-être qu'en préambule, vous pourriez faire la différence entre la numérisation et la dématérialisation. Parce que je crois qu'il y a une grosse Oui. différence qui n'est pas toujours très claire pour tout le Ouais. monde. Alors, la notion de numérisation, c'est ce qu'on fait. On vend des équipements avec Xerox. Vous numérisez un document. Ce document papier est devenu un document électronique. On peut le travailler, l'archiver, le partager, etc. Là, on est sur de la numérisation. Mais la dématérialisation, c'est l'idée de dire que ce document que l'on a justement dématérialisé ou qu'on a déjà reçu sous forme numérique, dans le mélange de ces deux originaux papier et électronique, c'est d'essayer de les organiser, de les partager, de les rendre disponibles s'il y a de la mobilité, mais toujours de façon sécurisée, et puis d'optimiser leur utilisation. Catherine a insisté sur le contrôle. Ce qu'on met en avant avec le caisse, c'est qu'il y a un réseau poste pour l'envoi dématérialisé de nos factures et leur réception, etc. Mais il y a également les liens avec des systèmes de GED, de gestion électronique de documents, qui vont permettre de faire que automatiquement, quand je reçois cette facture, parce que j'ai créé des façons de travailler, ce qu'on appelle des workflows, des processus documentaires, c'est la personne, monsieur X ou madame Y, qui, dès que la facture a été récupérée au bon format et est traitée, vont recevoir un mail ou dans la GED vont recevoir une alerte leur précisant qu'il y a effectivement une facture à traiter. Et on aura validé qu'il faut qu'elle soit traitée sous 2, 3, 4 jours. D'accord? Et que si elle est traitée, vérifiée et contrôlée, comme le disait Catherine, la personne qui est chargée du paiement reçoit de l'alerte pour dire cette facture-là, avec ce montant-là, il faut la payer à tel fournisseur. Donc là, on est dans un workflow, on a créé une façon de travailler qui fait qu'on n'est pas juste dans je suis en conformité pour recevoir et envoyer, et je gagne du temps pour la réception, le traitement et l'envoi de mes factures de façon dématérialisée. Je vais plus loin, puisque ces factures, il faudra bien les payer, ou si je les ai envoyées, il faudra valider qu'elles aient été payées, et je peux créer un système automatisé, simple, facile à utiliser, même si on n'a pas de culture informatique, pour faire tout ça. Et donc, la dématérialisation, c'est le fait d'utiliser tout ça, partager, archiver, créer des liens sur des documents, associer un bon de commande, un bon de livraison à une facture avant de la régler. Et les enjeux sont énormes parce qu'on peut gagner du temps, on peut sécuriser tous ces échanges. Et puis, il y a des gains financiers, évidemment, à la clé pour l'entreprise. On peut se concentrer du coup sur après avoir contrôlé une facture, si on est comptable, passer du temps sur l'analyse justement des flux et de ce qu'on fait sur quelque chose
qui a plus de valeur ajoutée, en fait, qui est plus intéressant pour les personnes concernées. Donc ça, c'est la grosse différence entre simplement numériser un document et le poser quelque part et utiliser la dématérialisation. Et une fois de plus, la démat des factures pour septembre 2026, c'est demain. Je pense qu'il faut vraiment penser à choisir un PDP en 2025 et pas attendre décembre 2025 pour se dire dans 9 mois, je dois nécessairement recevoir au bon format et traiter les factures correctement. Voilà. Voilà pour moi l'importance de se pencher sur, tout de suite sur la démat des factures, mais aussi sur tout ce que la dématérialisation en général peut apporter. Un point important, quand je traite une facture, ici mon opérateur de dématérialisation il est PDP, c'est le cas avec ECLES chez nous, c'est la partie CRS, donc la partie de DocaPost, la filiale numérique de la Poste qui porte l'agrément PDP. Ben, nécessairement, toutes les factures que je vais recevoir, je peux automatiser leur traitement, faire du contrôle évidemment et exporter un fichier d'écriture comptable en 2 ou 3 clics qui va me permettre après d'assurer l'interopérabilité dont parlait Catherine avec Sage, BP, enfin tous les logiciels du marché. Voilà. Donc effectivement, il y a quand même un gros enjeu d'automatisation et Oui, d'automatisation aussi des tâches à faible valeur ajoutée, oui, finalement, en fait. oui, Et puis oui, aussi, éviter tous les problèmes qui vont être liés à de la ressaisie, parce qu'on sait que dès qu'il y a ressaisie, on a un risque qui augmente. Et du coup, pouvoir avoir gagné du temps sur ces tâches-là. oui, oui. Donc, du coup, cette dématérialisation a un impact direct sur le fonctionnement de l'entreprise. Quelle est la bonne approche ou méthode pour mettre en place un process de dématérialisation pérenne? Comment faut aborder un dossier comme ça? Alors, évidemment, alors je vais parler d'abord du général parce que les points qu'ont abordé Pierre et Catherine étaient importants. Déjà, il y a la notion de pérennité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise existe depuis longtemps? Je pense que si on est avec DocaPost, la filiale numérique de la Poste, on n'a pas trop de questions à se poser. L'hébergement, il est en France. C'est un des plus gros acteurs de la démat en France et puis ça commence à l'être ailleurs. Donc, se poser la question de la pérennité de la structure et donc de l'évolutivité possible aussi de la solution dans le temps. Ils étaient là il y a 10 ans, ils seront là dans 10 ans, c'est primordial, Pierre, je suis d'accord. Il y a la notion aussi de la modularité, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises de tailles différentes et si je fais du B2B ou du B2C ou les deux, ou si je travaille à l'étranger, on n'a peut-être pas nécessairement besoin de tous les services que nous sommes en mesure de proposer. Et donc, ça, c'est important à prendre en compte. Donc, l'évolutivité, la modularité, on parlait d'évolution des prix, de l'évolutivité des prix. J'insiste sur quelque chose de très important, être certain en termes de démat en général et de GED et de démat des factures, que si on a archivé des données, si on les a gardées, si on veut conserver des traces, on peut être amené un jour à vouloir changer de plateforme ou de PDP et savoir en amont si mes données, je vais les récupérer dans un format exploitable facilement sans payer la peau du dos, c'est très, très important. Et là, Oui, le choix d'une entité pérenne, il est primordial. On a déjà eu quelques expériences où le fait de récupérer des données a coûté très, très, très cher aux clients. Et ce n'étaient pas des données facilement exploitables dans le format dans lequel elles étaient restituées. Donc, j'insiste là-dessus. Il faut être en pleine confiance avec celui qui va vous proposer ce service. Et puis, pour aller plus loin, mais vraiment dans le détail, très terre à terre, les questions principales, quel que soit le business model, la formule économique, le modèle de celui qui va vous proposer une solution, les questions à vous poser en amont, ensemble, dans l'entreprise, c'est combien de documents vais-je gérer? Combien de gigas vais-je donc peut-être héberger dans le cloud? Est-ce que ces gigas, c'est modulaire? Combien de personnes vont avoir besoin de voir l'information, donc d'être des consultants de l'information, et combien vont devoir être des acteurs, des gens qui vont vraiment, sur ma solution liée à la démat des factures ou sur ma solution de gel, interagir, déposer des documents, les partager, etc. Donc, le nombre d'utilisateurs et ou de consultants, le nombre de gigas et de documents que je vais traiter, et puis les fonctionnalités que je souhaite avoir. Peut-être que je veux juste émettre et recevoir, être en conformité au niveau des factures pour 2026 et la dernière étape en 2027. Mais peut-être que je veux ajouter du workflow.
peut-être que je veux ajouter de la signature électronique sur les documents une fois qu'ils sont validés. Et donc, il y a la notion de fonctionnalité, il y a la notion de nombre d'utilisateurs, d'opérateurs et de consultants, et il y a la notion de gigas et ou de documents et la place que ça va prendre si je l'héberge. Voilà. Et puis pour les très gros, c'est pas le sujet aujourd'hui. On peut se dire aussi, parce qu'il y a une offre chez EPS où je suis dans le cloud comme tous les autres, mais je peux en local gérer des terras de données que je vais garder chez moi parce que j'ai décidé que dans le cloud, c'est en France, mais ça ne me suffit pas, je veux que ce soit chez moi. Pour offrir cette souplesse. Voilà, dans les grandes lignes, les éléments à prendre en compte au moment d'une réflexion initiale sur la démat des factures et la gêne en général. Alors, j'en profite, je vais rebondir sur un truc qui est un peu un cheval de bataille, mais on a oublié de le dire. Mais autre avantage de la dématérialisation, c'est qu'aussi au niveau de la gestion des documents, on va pouvoir mettre des durées de validité, notamment pour être en conformité avec le RGPD. Oui. Et on va pouvoir automatiser ça, ce qui est un vrai calvaire pour Oui. les entreprises à aujourd'hui. Oui. De ne pas conserver certaines données personnelles Voilà. après une certaine Et durée. d'avoir des phénomènes de purge. Mhm, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu mon cheval de bataille, donc j'en profite, je le fais. Merci, Laurent. Donc là, on en a fini avec la partie, les questions que j'allais vous poser. Maintenant, je vais vous poser des questions que nos participants ont écrit au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par celle-là. Pourquoi ne pas faire comme l'Espagne et l'Italie qui ont fait le choix de l'offre publique? Quelque part, c'est ce qu'il devait y avoir, Mhm. plus les PDP. Oui. L'État abandonné, c'est ça aujourd'hui, je pense que c'est un choix qui est à la fois économique, qui est un choix aussi euh, parce que ça allait mettre beaucoup de responsabilités sur l'État. Faut pas Mhm. oublier là-dessus. Donc malheureusement, on ne peut que le regretter, mais c'est comme ça. Mhm. Alors peut-être ce qu'il faut rajouter à ça, c'est en tout cas de ce que je n'avais entendu, c'est que la plateforme de l'État n'allait proposer aucun service. Mm. Donc, C'est vrai. Ouais, c'est important, effectivement, Lilian, de le souligner. Mm. C'est-à-dire que, effectivement, on parlait de Chorus. Vous disiez effectivement que Chorus permettait effectivement d'accélérer le traitement, mais en termes d'interface, globalement, notamment pour des professionnels déjà peu équipés, etc. Ils n'auraient pas retrouvé leur compte en termes non, d'interface, et Catherine non. a raison de le souligner. C'est zéro service, c'est juste la traduction de la facture, une interface extrêmement complexe. Et oui, ça aurait été gratuit, mais extrêmement complexe. Voilà, c'est D'accord. pas... Donc en fait, le manque de service, enfin, si vous voulez, le comptable, là, pour le coup, allait devoir perdre du temps à aller chercher les informations. Ouais. Donc quelque part, que la PPF ne soit pas active, ce n'est, à mon sens, c'est pas très embêtant. Oui, Voilà, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Faut souligner qu'en fait, la PPF n'était là juste que pour répondre aux fondamentaux c'est de ça, la législation c'est ça. et pas une action de plus. Voilà. Et en fait, ce qu'on attend de tout ça, c'est quand même un peu de service, parce que c'est ça qui va faire vraiment gagner du temps. C'est pas le fait d'avoir de la PPF, qui est vraiment à l'usage de l'État, là, pour le coup. Ouais, pour le coup. Est-ce que les PMS, donc logiciels de gestion des campings, sont générés comme sont considérés comme générateurs d'environnement numérique? Je ne Pierre sais ou pas. Laurent? Je ne sais pas. J'ai pas cette Moi, à mon sens, information-là. effectivement, c'est comme c'est là-dessus qu'ils vont aussi gérer leur compta et beaucoup de choses, et c'est là qu'ils vont générer les factures. Automatiquement, il y aura un lien avec un PDP qui sera fait derrière. Oui, je pense. Peut-être qu'un conseil par rapport à cette question, c'est effectivement dans chaque secteur d'activité, les campings, les hôtels, chez les artisans, par exemple, transporteurs, plomberie, etc. Il y a des logiciels spécifiques, spécialisés. Je dirais que c'est l'occasion de faire le point, de savoir si ces logiciels vont évoluer, comment ils vont évoluer. Et donc, on ne peut pas répondre malheureusement à ces questions très, très spécifiques. Mais je dirais c'est là aussi c'est votre responsabilité d'aller voir et de poser la question à vos fournisseurs logiciels. Est-ce qu'ils vont être conformes? Est-ce qu'ils vont évoluer? Comment ils vont évoluer? Quels services ils vont apporter? C'est ce que disait tout à fait très justement Laurent tout à l'heure. De toute façon, en plus, je pense que 2025, ça va être l'année où certains éditeurs de logiciels vont s'acoquiner
avec certains PDP. se positionne. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu tôt, mais c'est quand même important de se retourner vers les éditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont prévu. Parce que si un éditeur vous dit aujourd'hui, à moi, pas rien, moi, je m'inquiéterais. Mm. Une question technique, on me dit comment savoir si les factures que l'on reçoit sont au format FactureX ou et UBL? Alors, ah. Allez-y, allez-y, Catherine, allez-y. Allez. Bon, en fait, donc la facture X, reprenons le schéma que nous a montré tout à l'heure Pierre. La facture X, c'est un fichier XML, en fait, un fichier que nous sommes incapables de lire, qui est lié à un format PDF. Donc, c'est les deux, en fait, qui font la facture électronique. Donc, normalement, en fait, en tout cas, moi, pour voir si une facture est une facture X ou pas, je vais voir sur le PDF, on peut trouver sur le petit trombone, en fait, si on va sur le petit trombone qui est lié à une facture PDF, on peut voir s'il y a un fichier attaché ou pas. Voilà. Alors peut-être que vous allez me donner d'autres solutions, Ah, Pierre et Laurent. en fait, moi, je voudrais être rassurant. C'est-à-dire que je vois effectivement de l'inquiétude hein, dans vos questions. En fait, à partir du moment où vous passez par un PDP agréé comme Collecto, vous n'aurez pas à vous poser ce genre de questions parce que c'est nous qui sommes le tiers de confiance et qui assurons le travail. Donc, effectivement, on vous enverra des fichiers conformes à la réglementation et qui obéissent au cahier des charges de l'État puisqu'on a reçu cet agrément. Et évidemment, on vous les transcrira en PDF pour que vous puissiez les lire. Ça, c'est... Et vous n'aurez pas à vous poser la question de se dire est-ce que c'est conforme, pas conforme, etc. Non, vous passez. En fait, c'est un peu. Je vais prendre un autre exemple. C'est comme lorsque vous téléphonez, si vous deviez vous assurer que le signal, c'est un bon signal 4G ou 5G. Bon, bah, vous recevez un appel téléphonique. C'est un appel téléphonique. L'important, c'est que vous vous entendiez qui vous parle et que vous puissiez parler. Donc, c'est un peu la même. La même situation. Donc, l'important, c'est effectivement d'avoir la PDP agréée et surtout l'interface. L'interface est très importante. L'interface de service, c'est l'occasion pour vous, je disais, de remettre à plat vos process sur l'édition des devis, de la facture, de partager effectivement, comme disait tout à fait justement Laurent, les droits entre le chef d'entreprise, le directeur financier, le comptable, les collaborateurs, etc. Et puis, il y a aussi un aspect, donc il y a un aspect service, complétude de ces services, évolution de ces services. Et puis, il y a l'aspect aussi formation. C'est-à-dire que si vous prenez une solution et que vous devez passer des heures carrées à former vos collaborateurs, la solution n'est pas bonne. Chez Collecto, nous, on a pris le parti d'avoir une solution qui soit hyper facile. C'est-à-dire que si je vous fais une démonstration du produit, en un quart d'heure, vous avez compris comment ça marche. Parce qu'on est conscient que vous n'êtes pas des comptables, quoi, pour la majorité, puisqu'il y a quand même des comptables qui sont connectés. Mais il faut qu'on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des collaborateurs, gestionnaires, etc. Et donc, ce ne sont pas des experts de la comptabilité à la base. Et donc, il faut qu'on leur facilite la vie pour justement faciliter la discussion avec les comptables, qui sont là des spécialistes. Et donc, ça, c'est aussi important hein, de considérer ces points. Nous, Crédit Agricole, on s'est intéressé évidemment à la facturation pour la bonne et simple raison, comme le disait Catherine tout à l'heure, c'est que la gestion de la trésorerie, c'est extrêmement important dans les entreprises. La facture, bah, c'est le cœur du réacteur sur le suivi du BFR. C'est la survie des entreprises. Donc, on est sur une opportunité fabuleuse d'accélérer les règlements dans les entreprises et d'améliorer la santé des entreprises. Parce que c'est toujours un peu le point faible hein, sur le pilotage de la trésorerie, etc. Et donc là, on va réussir à automatiser et optimiser la gestion des entreprises dans le quotidien. Et nous rapprocher aussi entre comptables et banquiers aussi, de pouvoir mieux conseiller nos clients ensemble. Voilà. J'en profite sur un point qu'on n'a pas abordé et qui est important, qui est que l'original de la facture sera la facture dématérialisée. C'est-à-dire que l'impression de cette facture ne sera qu'un duplicata. Donc là aussi, d'où l'importance de bien choisir son PDP qui pourra stocker de manière sécurisée ces factures et vous permettre d'y accéder à n'importe quel moment.
Alors, moi, je dirais oui, par exemple, si je prends la parole pour donner l'exemple sur ce point de ce que fait la plateforme jefacture.com. En fait, dans leur abonnement est inclus l'archivage des factures pendant 10 ans. Et sachant que la facture, effectivement, c'est cette double chose, hein, c'est-à-dire c'est le fichier associé au PDF. Voilà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que légalement, une facture, elle a une durée de 10 ans. Mais attention, parce que ça, c'est un sujet effectivement qui est pas simple pour des structures qui auraient facturé des équipements avec des durées de garantie beaucoup plus longues. Il faudra se poser les questions à ce moment-là, de se dire quid de ce qui se passe après les 10 ans, comment je peux encore garder ça, et ainsi de suite. Voilà, et je rebondis dans les services proposés. Alors, c'est un exemple, hein, parce que je pense que toutes les autres PDP vont avoir justement des services correspondants. Au-delà de 10 ans, eh bien, a priori, on peut compléter en fait et compléter le service pour des durées d'archivage supérieures. Voilà. Ça fait Euh, partie des services qui peuvent être proposés. Et donc, effectivement, il faut faire attention à ce que peut proposer la PDP. Voilà. Parce que pour la petite histoire, sur la plateforme de l'État, c'était 10 ans, et puis après, débrouillez-vous, hein, pour revenir dessus. Question d'Isabelle. Pour les micro-entreprises, par exemple, y a-t-il des solutions adaptées selon CA? Quels conseils pouvez-vous nous apporter? Alors, moi, je vais reprendre un petit côté neutre de ce que je vois auprès des PDP. On est pour beaucoup pour l'instant, sur des coûts à la facture. Donc, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas non plus avec des abonnements phénoménaux. Ça dépend aussi de la facturation qu'on va avoir. Tout à fait. Faut savoir que plus je facture, plus je paye. Moins je facture, moins je paye. Hein, donc voilà. Mais déjà, vous avez entre guillemets trois personnes qui peuvent vous parler de solutions, mais faudra faire attention, il faudra être vigilant à des coûts complémentaires, à des coûts d'abonnement ou des choses comme ça. C'est là où il y en aura quelques-uns qui feront la différence avec d'autres. Pour compléter ce que vous dites, Liliane, nous, on démarre à 9 euros par mois. Alors évidemment, on a une offre gratuite à 0 euros pour les créateurs, mais c'est une offre basique. On démarre à 9 euros, 9 euros par mois. Et après, effectivement, des offres modulaires, parce qu'effectivement, on répond aux besoins du client. Mais dans nos offres, évidemment, on est capable de cocher des options au cas par cas. Par exemple, intégrer la signature électronique pour les devis, la vérification des IBAN sur les factures, évidemment la volumétrie en nombre de factures, sachant que là aussi, on imagine aussi très grande entreprise, beaucoup de factures, petite entreprise, pas beaucoup de factures. En fait, la réalité est tout autre, puisque je prends un exemple, hein, un fournisseur d'Airbus à Toulouse, en général, il a 2 factures par an. Voilà, donc, donc souvent, et le fournisseur d'Airbus va peut-être faire 10 millions ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, est une très grosse boîte. Donc, toute la complexité, elle est là, c'est bien analyser la volumétrie de factures et puis ses besoins pour chaque entreprise. Voilà. Très bien. Un petit rappel, une entreprise soumise à la TVA qui facture à des particuliers sera-t-elle soumise à la facturation électronique? Oui, mais ça sera du e-reporting, comme on expliquait Voilà, tout à l'heure tout à fait. avec Catherine. L'obligation fiscale qui va avoir un coût supplémentaire pour les entreprises, clairement. Mais après, il faudra le voir aussi parce que par rapport à des fois des frais d'expédition qu'on avait et ainsi de suite, il y a quand même, pour moi, il y a quand même des choses à regarder, hein. Comment comparer les PDP tant par les paramètres de sécurité, proximité, aussi par le coût? Alors moi, je vais vous dire, comme on a dit, hein, l'offre des PDP, elle va se stabiliser sur 2025. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré, mais je pense qu'on vous a donné quand même quelques pistes pour vous poser les bonnes questions quant au choix. Pour revenir sur le coût pour les entreprises, quand même, il est important d'insister sur le fait que dès qu'on génère quelques dizaines de factures par mois qu'on était habitué à envoyer sous forme papier, il y a une économie de toute façon par rapport à l'affranchissement et d'autres choses. Et le fait qu'avec une solution qui permet d'envoyer automatiquement, je prends 50 factures, 100 factures, je les glisse dans la solution, ça part automatiquement puisque j'ai mon carnet d'adresse et je sais qui veut recevoir les factures de façon dématérialisée. Je sais aussi que le document a été reçu à telle heure, ouvert à telle heure, et je suis en mesure de dire à un client, tu as la facture,
tu l'as ouverte il y a un mois, je tiens à être payé. Il y a aussi des moyens, quand on parlait de BF1 tout à l'heure, etc., d'accélérer la rentrée de ce qu'on nous doit, parce qu'on a un outil de contrôle et qu'on peut aussi générer des économies par rapport aux frais d'envoi. Alors, Et il y a la notion de gain de temps, parce que quand on est une petite structure et qu'il y a plus une personne qui peut être amenée à avoir plusieurs rôles, se concentrer sur quelque chose de plus gratifiant, de plus important en termes d'expertise pour l'entreprise, ben c'est un vrai gain de temps et ça peut devenir un vrai enjeu financier aussi, pas juste un coût. je rebondis sur ce que vous dites, Laurent. Et ça, c'est avec l'expérience Chorus. C'est qu'une fois que la facture est acceptée, on ne vous la fait plus refaire parce qu'elle est rentrée dans un circuit. Et qu'elle a Mhm. été acceptée, c'est qu'elle a été validée, qu'il y a bien tous les éléments qui sont dessus. Oui, oui, Pas comme on peut voir des fois, à un moment donné, ah ben tiens, finalement, ça c'est pas bon sur la facture, faut la refaire, et ainsi de suite. oui. Et on se retrouve dans un schéma où le coût de génération de cette facture a été énorme. Je vois les questions qu'il y a dans le chat sur cette notion de coût et quoi, Laurent a vraiment raison de le signaler. Faut pas voir, quoi, je dirais, il faut aussi voir ça comme une opportunité parce que moi j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise. Hein. J'ai été voir comment fonctionnait leur gestion administrative, leur logiciel, etc. J'étais souvent surpris de voir des solutions qui sont basées sur de l'Excel des années 90, quoi, sur des trucs pas possibles, avec des process qui sont extrêmement coûteux, qui font perdre énormément de temps. On passe son temps à se connecter, se déconnecter, perdre des données, etc. Et donc, effectivement, ça a un coût, mais c'est aussi l'occasion de moderniser complètement un environnement, de tout mettre à plat au niveau des process dans une entreprise et justement d'optimiser les coûts, quoi. Nous, quand on vous dit chez Collecto, on vous fait gagner 5 heures par semaine, quoi, 20 heures par mois, Mhm. c'est qu'on a chronométré, on a vérifié parce que on propose l'édition du devis automatique, la relance automatique de la facture, le contrôle de l'IBAN, etc., l'agrégation de comptes, la justification automatique. Donc, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on optimise ses coûts. Donc, ne raisonnez pas forcément en se disant, ouais, oui, effectivement, ça apparaît comme une contrainte, mais c'est aussi une opportunité de bien remettre ça à plat. Voilà. Alors, je vais même rajouter une chose, ça vous permettra aussi de vous mettre en conformité, parce qu'on avait beaucoup de Ouais. boîtes sur la partie dématérialisation et sécurisation, qui était une obligation du GPD, qui ne l'avaient pas. Donc là, au moins, on se retrouve dans un schéma où ça va être un tiers qui va assurer cette partie sécurité et où les flux seront beaucoup plus simples. Donc ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est aussi une opportunité hein, de ce point de vue-là. Oui. Et C'est puis il y a tout ce qu'on a structurant, dit oui, tout à l'heure. effectivement. Il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a la dématérialisation autour, mais j'ai des clients qui utilisent la démat des factures aujourd'hui avec nous, avec les Poste, et qui joignent à chacune de leurs 50, 100, 200 factures mensuelles une communication, une page ajoutée qui fait de la com sur leur actualité, leur promotion ou une information qu'ils auraient dû envoyer par d'autres moyens à côté, alors que là, tout est automatisé. C'est gratuit. On paie un service au départ, mais à partir du moment où c'est un envoi numérique, avec un lien, il n'y a pas de coût. Je n'ai pas envoyé un courrier, je n'ai pas envoyé une pub, je n'ai pas envoyé un leaflet. Et j'ai communiqué. Donc, je n'ai pas juste facturé, j'ai aussi communiqué. Et je n'ai pas ajouté de coût. Et je sais qui a ouvert ma facture et ma communication. Il ne l'a pas jeté à la poubelle, il l'a lu. Il y a plein de choses qui peuvent tourner autour de ça qui doivent être vues comme quelque chose de positif, et tout en se mettant en conformité en plus. Une question importante, parce que c'est bien de remettre appuyer dessus. Est-ce que les auto-entrepreneurs non assujettis à la TVA qui travaillent avec des pros assujettis doivent fournir une facture électronique ou pas? De mon point de vue, oui, parce s'ils sont dans un domaine qui est assujetti à la TVA, ils ne sont pas forcément redevables, mais ils sont assujettis à la TVA, donc ils sont obligés de sortir une facture électronique. Parce qu'effectivement, en fait, le vrai sujet, c'est savoir si je travaille avec un pro ou si je travaille avec un particulier. Tout à fait. Mais en fait, le vrai sujet, quand j'émets des factures, c'est de savoir si je suis assujetti à la TVA ou pas. En fait, si je suis médecin, je ne suis pas assujetti à la TVA, donc je ne rentre pas dans le schéma de la facture électronique. Je suis auto-entrepreneur plombier, je suis assujetti à la TVA, donc si je travaille avec une autre entreprise, je suis obligé de faire une facture électronique. C'est très rare, hein, les boîtes qui sont uniquement en B2C. Même quand on voit, par exemple, on peut se dire un charcutier traiteur, bah, souvent, bah, il va faire des prestations pour des hôtels, Voilà. pour des wedding planners. Donc, voilà, on a forcément des mix B2B, B2C.
Donc Oui. voilà. Puis moi, je rajouterais une autre chose. Quand on est tout petit, moi, je souhaite qu'une chose, c'est à tous les auto-entrepreneurs, c'est qu'ils grandissent et qu'ils dépassent les seuils fiscaux. Ça veut dire que leurs affaires se portent bien. Donc, je pense que là aussi, ça fait partie de l'équipement de base, comme on achète un véhicule utilitaire, comme on achète un PC, etc. Bah, il faut aussi anticiper dans ce genre de solution, quoi. Hmm. Une bonne question par rapport aux associations. Ça se passera comment? Génération de factures à destination des associations. Alors, génération de la facture au niveau de l'association, où l'association est dans un secteur assujetti à la TVA, toujours pareil, Hmm. c'est-à-dire qu'elle n'est pas, enfin, elle n'est pas affranchie de la TVA parce que voilà, elle relève du domaine de la TVA. À ce moment-là, on rentre dans le cadre de la facturation électronique et on est dans de la e-facturation. D'accord? Donc, je facture une association qui est assujettie à la TVA, j'ai une facture électronique. Je facture une association qui n'est pas assujettie à la TVA, ce qui est le cas la plupart du temps des associations, hein. Dans ce cas, je fais du e-reporting. Donc, en fait, je vais déclarer le montant que j'ai reçu, tout simplement. Enfin, voilà, c'est du e-reporting. Tout à fait. Donc, oui. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les vraies questions seront à dire qui est mon client pour pouvoir Oui, ne oui, pas se oui, tromper là-dessus. oui. Parce que, effectivement, la plateforme, elle, vous pourra pas vous aider. Il faudra que vous déterminiez d'abord si c'est un client avec une obligation de B2B, entre guillemets, si c'est bien. De toute façon, on va être très clair, dès qu'il y a ainsi en face une entité qui est un SIRET, on sera sur de la e-facturation, quoi. Oui, mais on peut, c'est vrai que oui. Alors, simplement pour peut-être l'État a produit une foire aux questions sur toute la facturation électronique qui peut répondre à beaucoup des questions qu'on se pose, des questions très précises qu'on se pose. Voilà. Et cette foire aux questions, vous la trouvez sur le site Ben, impôt.gouv.fr je professionnel. je la mettrai en lien. Je la Ouais, rajouterai, je la mettrai en voilà, lien. hein, si vous, enfin, même si vous tapez sur Internet foire aux questions facture électronique, ben, ouais, voilà, il la ressort. Voilà. Une remarque de quelqu'un, mais on va y répondre rapidement. Vous avez dit que cette réforme était déjà en pratique en Italie. Nous commerçons beaucoup avec l'Italie. Nous recevons pourtant des factures par mail, pas normal, parce que Normal. ça se passe, la démat se passe dans le pays même, et dès que je vais envoyer vers l'extérieur du pays, je vais revenir sur une facturation classique. Mais par contre, j'aurai l'obligation de e-reporting au sein du pays, de mon propre pays. Oui. Donc, c'est normal. Donc, Euh, si je facture une prestation à l'Italie, je suis dans du e-reporting. Voilà. Et si je reçois, et je peux recevoir une facture de l'Italie, ben, cette facture ne va pas rentrer via le schéma de la facture électronique, ne va pas rentrer par la PDP. Donc, je vais devoir l'enregistrer dans ma comptabilité en plus. Ça va être un flux supplémentaire à enregistrer. voilà. Une très bonne question, parce qu'il y a il y a un gros mix qui est là, qui est la plateforme Chorus Pro est-elle considérée comme un PDP? Et moi, je pose la deuxième question, et pour les collectivités, comment ça se passait du coup? Est-ce qu'on abandonne Chorus et on passe sur autre chose? Je crois que la foire aux questions en parlait. Je n'ai pas creusé ce point-là particulier. Peut-être que Pierre ou Laurent auront des questions, des réponses plus Non, appropriées. je connais pas Mais, Moi, mais j'ai pas la réponse, quoi. Ça, c'est, ouais, effectivement, il faut, à mon avis, la réponse doit être sur impôt.gouv.fr, quoi. Après, quoi, je vois pas pourquoi l'État abandonnerait Chorus pour les collectivités. l'État ne va pas. D'accord. J'ai pas lu, je n'ai pas lu nulle part que l'État abandonne Chorus. En fait, Chorus, quelque Alors, chose qui fonctionne, ils vont pas l'abandonner. Mm. En revanche, je pense Mm. qu'ils vont l'intégrer ou il faudra l'intégrer dans les, enfin, ou ce sera intégré dans les PDP. Puisque dans ce que j'avais lu à l'époque, c'est que Chorus devait être intégré dans la PPF. Donc, c'est ça en fait, c'est ça là. Et c'est là où voilà. il y a une ambiguïté aujourd'hui, c'est que comme il n'y a plus la PPF, Chorus devient une sorte d'électron libre, mais qui va trouver sa Voilà. place. Mais il Comme sera nécessairement intégré. comme on vous l'a dit, en 2025, ça va être l'année où tout le paysage va venir se mettre en place. Mais ça reste quand même suffisamment important pour l'intégrer. Et après, effectivement, je pense que les PDP, eux, auront peut-être une communication avec Chorus derrière quand il y aura émission de facture à destination des collectivités. Mm, mm.
Effectivement, donc quelqu'un qui nous dit des réceptions de factures, il faudra accepter ou les refuser. Y a-t-il un délai pour le faire? Car avant de l'accepter, il faudra la vérifier par rapport au BL ou à la commande, ce qui peut prendre un certain temps. Oui, il y aura un délai, vous inquiétez pas. En plus, nous, on le voit par rapport à nous, l'usage en tant que collectivité, où on fait toujours le rapprochement, on regarde que la facture est bien conforme et ainsi de suite avant de l'accepter. Parce que pour revenir à l'histoire de délai de paiement, c'est ça. Du moment qu'elle est acceptée, elle rentre dans la compta pour être directement dans tout ce qui est les délais de paiement. On n'a plus cette phase où je reçois la facture et après je vérifie. C'est je vérifie en amont, j'accepte la facture et elle rentre dans le système. C'est là où on gagne du temps en fait. Et après, j'aurais tendance à dire, quoi, vous allez fonctionner comme avant sur ce process, seulement avec les services qu'on va vous proposer. Quand nous, on a un système collaboratif. Vous allez transmettre, par exemple, la facture, je sais pas, entre le responsable achat et puis le collaborateur qui a fait la commande, de façon automatisée. Quoi. Il y aura des workflows très, très pratiques et très faciles qui vous permettront aussi d'accélérer ce process. Mais vous ferez comme avant. Donc, une question de Jean-Paul, la dématérialisation exagérée augmente le besoin en data center et donc en facture CO2. Un bilan fondé sur l'exhaustivité et l'honnêteté a-t-il été fait? Jean-Paul, très clairement, non. Je ne vais pas dire autre chose, je vais dire non. Ça serait complètement malhonnête de vous dire oui. Euh, alors, on dit que les grands gagnants de cette réforme restent les grandes entreprises. Je ne suis pas d'accord parce que vous verrez que les petits, vous y gagnerez beaucoup sur les délais de paiement, sur beaucoup de choses. Je ne suis pas tout à fait. Je pense que c'est plutôt une grosse contrainte pour les grosses entreprises parce que eux, les process vont être énormes à mettre en place. In fine, c'est l'entreprise qui paye l'addition alors qu'elle n'a rien demandé. Effectivement, on peut le voir comme ça, mais je pense qu'il faut mieux le tourner sur la phase d'opportunité que de dire qu'il y a des choses à changer. Euh, donc pour l'international, on a un peu parlé. Vous avez indiqué les paiements, donc j'y ai répondu. Nous travaillons avec des agriculteurs. Ils sont la plupart en GAEC et assujettis à la TVA. Auront-ils l'obligation d'avoir un PDP pour leur envoyer les factures? Bien sûr. Quand je dirais, Oui. les agriculteurs sont soumis à la même réglementation, sont des professionnels, donc c'est les mêmes contraintes. Là aussi, peut-être aussi un point qui est important, c'est puisque la plupart des agriculteurs maintenant ont des holdings, hein, on a un GAEC, une ERL, une SCEA, etc. Vérifiez aussi que les solutions qu'on vous propose sont multisirènes, multisirette. Ça, c'est aussi important et que vous n'allez pas payer quoi, je dirais, au niveau du prix, que vous allez payer le service pour quoi, un service global, voilà, donc pour globaliser la facture. Ok, on a fait le tour des questions. Moi, je vais vous donner aussi un point de vigilance. Soyez très vigilants sur les offres que vous allez recevoir. Il va y avoir beaucoup d'arnaques, on en a parfaitement conscience. Si vous avez un doute sur quelque chose qui vous a envoyé, sur quelqu'un que vous voyez, surtout n'hésitez pas à revenir vers votre chambre de commerce ou d'autres acteurs, votre expert comptable ou votre banque là-dessus, parce que va falloir être très très vigilant. Parce qu'on sait, et notamment je reviens sur des gens qui proposent aujourd'hui des formations à la facturation électronique. On va être très clair, les choses ne sont pas assez posées pour qu'elles aient un réel sens à aujourd'hui. Donc il faut Hmm. être très vigilant là-dessus et surtout posez-vous les bonnes questions. Ouais. Je pense que pour les plus anciens, moi, ça me rappelle un peu l'euro et l'an 2000, hein. Donc, il y a eu, surtout l'an 2000, il y a Ouais, eu Le bug de l'an 2000, oui, tout à fait. Ouais, ouais, le bug le le bug fameux. de l'an 2000, ça a été ouais, un douloureux souvenir pour certains. Donc, évitons de reproduire ce qui s'est passé. Voilà. Tout à fait. Et nous, on l'a vu sur d'autres occasions, c'était le cas pour le RGPD, ça a été le cas aussi pour la mise en conformité des établissements qui recevaient du public. Donc aujourd'hui, ils sont très très opportunistes et très agiles. Avant de vous libérer, mes chers invités, ma dernière question, qui fera peut-être un peu bilan, c'est quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui souhaite d'ores et déjà travailler sur le sujet? Ce qu'on s'est déjà dit,
Lilia, à Comme ça permet de savoir, faire une conclusion et un petit bien résumé. sûr, non, non, mais ce qu'on s'est déjà dit, à savoir vraiment réfléchir au fait de trouver une solution qui puisse répondre à, ben, par exemple, ce que disait Pierre, hein, si j'ai plusieurs sites, je suis multisirène, une offre globale qui réponde à tout et je ne fais pas 5 fois. Penser à bien prendre la mesure du projet en termes de mesure du nombre de documents, de gigas, tout ce qu'on a dit, et de capacité à récupérer aussi ces données plus tard si je veux changer d'opérateur, de PDP. Et puis penser pérennité, modularité et puis évolutivité de la solution. Ça va encore bouger. C'est sûr qu'il faut bouger en 2025 pour se mettre au carré et être prêt. Mais d'ici septembre 2026, il y a quelques petites choses qui vont bouger. Il faut que la solution elle soit évolutive et qu'elle s'adapte aux changements qui vont prendre place. Voilà, c'est vraiment le conseil principal de mon côté. Je ne sais pas, Pierre et Catherine, si vous avez d'autres. Moi, Moi, Laurent, je, je suis complètement d'accord avec vous. J'acquiesce à tout ce que vous avez dit. Je rajouterais juste, ne perdez pas de temps, n'attendez pas à la dernière minute. Parce que ce que vient de dire Laurent, ça prend un petit peu de temps, hein, suivant la taille de l'entreprise. Donc, mettre à jour mettre à plat les process. Donc, n'attendez pas à la dernière minute parce que là, ça peut être vraiment compliqué et catastrophique. Donc là, on est bien, hein, on a le temps. Donc, prenez votre temps pour prendre votre décision. oui, moi, j'ajouterais qu'en fait, c'est une opportunité qui est donnée aux organisations justement de remettre à plat leur processus. Et ça, c'est vraiment important que finalement, le choix d'une PDP va venir, va venir se positionner sur des processus existants. Et c'est important de bien connaître ces processus et il faut en faire une chance parce que c'est aussi un moment pour, pour renouveler, pour aérer ces process, pour remettre en question peut-être des mauvaises habitudes. Pierre parlait de fichiers Excel. Il est vrai que nous trouvons régulièrement des fichiers Excel plus ou moins bons dans les organisations. Donc, voilà, il faut mettre cette période à profit pour ça et la prendre comme une opportunité de remettre en question son organisation pour l'améliorer, bien sûr. Je pense que c'est très important ce que vous dites, Catherine, parce que si je le prends à rebrousse-poil et que je fais du minimalisme, je pense Ça que sert ça à rien. m'apportera plus d'ennuis qu'autre chose Oui, et plus de contraintes. oui. Donc voilà, nous en avons fini. Donc je vous remercie tous les trois d'avoir passé ce temps avec les entreprises. Ce webinaire sera enregistré, donc sera disponible sur différents supports. Merci Pierre, merci Catherine, merci Laurent. Et, euh, Merci. et je suis persuadé qu'en Merci à vous. 2025, on refera quelque chose sur la Oui, facturation, parce que ça va être vraiment un roman feuilleton, à mon avis, hein. On va en avoir plein d'éléments nouveaux à chaque fois. bien sûr. Donc là, on vous a fait un état des lieux, un instant T. Je pense que c'est important aussi ça de le dire, mais que ça va encore bouger. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir à Merci, tous. au revoir. Au revoir.